Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Anne Magnier et à Oriane Reynaud du département LSO qui vont présenter Albert David voilà, sur la thématique « Comment résonnent les innovateurs ». Bonjour à toutes et à tous. On est très contente d'introduire aujourd'hui la conférence d'Albert David, qui a été étudiant à l'ESSEC avant d'être étudiant à Dauphine, où il a réalisé son doctorat au LAMSAD. Donc, tout d'abord chercheur au Mines ParisTech. Donc, il rejoint DRM en 2005, avant de devenir professeur à Dauphine en 2009. Expert en management de l'innovation, a priori. Il reprend ensuite la direction du master MTI, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, management de la technologie et de l'innovation. Et à souligner, il a été premier au dernier classement SMBG. Ce master étudie les problématiques liées au processus d'innovation. En d'autres termes, il vise à comprendre comment s'effectue le passage de l'émergence d'une idée à la commercialisation d'un produit sur le marché. Albert David enseigne aujourd'hui de la première année dans le cadre des cours de L1 en introduction à la gestion. Il fait une conférence sur l'innovation et jusqu'à différents Master 2, dont le MTI évidemment, le Master 2 de management général et le Master 226, distribution et relations clients, pour ceux qui ne le connaîtraient pas non plus. Alors revenons au sujet. Comment résonnent les innovateurs? D'abord, définissons le concept. L'innovation, c'est le fait de changer la réalité, d'améliorer l'existant. Donc on est là sur le domaine de l'action et de la réalité, à la différence de la créativité qui intervient au niveau de l'idée et qui est le fait de changer la perception de cette réalité. Donc on a deux concepts ici, la réalité et sa perception. Comme le disait le créateur de Twitter, Jack Dorsey, tout le monde a une idée, mais il s'agit surtout de la mettre à exécution et d'attirer d'autres personnes pour vous aider à travailler et à améliorer cette idée. Ce qu'affirme également le fondateur de Dell, Michael Dell, innover, au sens d'avoir une idée, c'est facile. La difficulté, c'est de transformer une innovation en un vrai business. C'est donc bien la combinaison de l'idée et de l'action qui permet à l'innovation de se matérialiser, de devenir produit et d'être commercialisé sur un marché. Nous allons donc entrer avec Albert David dans le cerveau des innovateurs pour comprendre ce qui les caractérise et ce qui les différencie. Et donc, à la lecture de ce sujet, on s'est demandé finalement si les innovateurs pensaient différemment, s'ils pensaient en dehors du cadre, parce que c'est souvent l'image qu'on en a. Mais finalement, penser en dehors du cadre, ils pensent tout de même, et vous allez nous répondre, qu'ils pensent tout de même dans un contexte, celui dans lequel ils évoluent. En fait, la vraie différence, nous semble-t-il, c'est qu'ils arrivent, par contre, à changer la perception qu'ils ont de ce contexte. Donc ils arrivent en fait à ouvrir et à établir de nouveaux schémas mentaux qui vont permettre l'émergence et le développement de nouvelles idées. En effet, ils n'induisent pas forcément de rupture quand ils mettent en place des innovations. Les mouchoirs existaient avant les mouchoirs jetables de Kimberly-Clark, les stylos avant le Big Cat Couleur. Les livres avant Gutenberg. Donc finalement, voilà, pas de rupture forcément. La deuxième question que nous nous sommes posée, c'était de savoir si l'innovation était toujours le fait de grandes entreprises. Et dans ce cas, pourquoi Microsoft n'a pas inventé Facebook? Pourquoi Libération ou Le Monde n'ont pas inventé Twitter, alors que ces innovations ont été le fait d'individus? Enfin, les innovateurs sont souvent reconnus pour leur capacité à oser. Nous en arrivons donc à nous demander si la différenciation majeure des innovateurs réside dans leur capacité à oser. C'est sur ces questions laissées en suspens que nous remercions Albert David d'ouvrir le débat. Merci beaucoup pour cette aimable et agréable présentation. Je vais donc essayer de partager avec vous un certain nombre de choses sur comment résonnent les innovateurs. Et pour le faire, je vais commencer par un petit exemple que j'ose à peine vous montrer. Quoique, vous allez voir qu'on va pouvoir dire un certain nombre de choses intéressantes à partir de ça. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ce petit problème des 9 points. Il s'agit de trouver comment relier ces 9 points par 4 traits sans lever le stylo.
pouvez toujours chercher, c'est pas possible. Il faut toujours un 5e trait. Sauf si on sort du cadre, littéralement. Et là, il y a toujours quelqu'un qui dit « Tu triches, tu as rajouté des points ». Et la réponse est « Eh, c'était pas dans l'énoncé ». Donc si, avec un petit exemple comme ça, on se rajoute des contraintes qui n'étaient pas dans l'énoncé pour trouver une solution, vous imaginez quand on doit concevoir un avion ou faire tourner une université. Si c'est juste pour vous dire ça, bon, c'est à la limite plaisant comme exemple d'introduction, mais essayons d'aller plus loin. Parce qu'il y a une autre chose qu'on fait en plus de se rajouter des contraintes qui n'étaient pas dans l'énoncé, c'est de considérer qu'une fois qu'on a trouvé la solution, on mérite 20 sur 20 et on passe à l'exercice suivant. Et on a tous été éduqués comme ça. Toute notre scolarité, on a eu 20 sur 20 quand on avait trouvé la réponse exacte à un problème bien posé. En innovation, c'est le contraire. Les réponses, on ne les connaît pas à l'avance, et le problème, si on arrive déjà à le poser un peu, c'est pas mal. Et donc, essayons de nous demander si, d'accord, on a trouvé une solution, supposons que ce soit une solution, pas la solution, et même, osons, pour reprendre la conclusion des deux personnes qui m'ont présenté, osons imaginer qu'on pourrait faire encore mieux. Et si on y arrivait avec 3 traits, et pas 4? Alors là, on va dire, attends, tu as déjà trouvé une solution en ajoutant des points, tu n'imagines quand même pas que tu vas faire encore mieux. Et ce qui est rigolo, c'est que notre cerveau va essayer de trouver une solution innovante du même genre que la précédente. C'est-à-dire, on va se dire, ah oui, tiens, je vais rajouter encore des points, et puis peut-être là, j'y arriverai avec 3. Et non. C'est pas en innovant comme la fois d'avant qu'on va trouver un truc mieux que la solution pourtant déjà originale dont on vient de parler. Regardez ça, par exemple. Si je fais des gros points, je peux faire passer 3 traits, et là, j'ai relié mes 9 points. Je peux même oser encore un peu plus. Je prends un cylindre, je dessine les 9 points dessus, et je les relie par un seul trait. Une spirale, c'est droit dans au moins une des dimensions, et d'ailleurs, si je déplie le cylindre, si je donne un coup de ciseau et que je l'ouvre, je vais bien avoir 3 lignes droites, en réalité, une fois aplati. Et là, j'y suis arrivé avec un seul trait. Alors évidemment, le même qui m'a dit que je trichais en ajoutant des points peut me dire que je triche en faisant des points gros, ou que je prends une surface qui n'est pas plane au départ. Et là, la réponse va être à nouveau « Hey », pas « What did you expect ?», mais « C'était pas dans l'énoncé ». On peut ruser encore d'une autre façon. Un origami de base, comme diraient les Japonais. Je prends une feuille, j'ai toujours mes 9 points. Je fais des pliages de sorte que les points soient sur une arête et entre les points, c'est le creux du pli. Je plie de sorte que mes 3 fois 3 points soient réunis en 3 gros points. Je prends un gros marqueur, je passe un coup sur l'arête, j'ouvre et j'ai bien mes 9 points qui sont joints par 3 traits. Et le même grincheux que d'habitude me dit « Oui, mais tu triches, tu as l'air d'avoir levé le stylo, puisque les 3 traits ne sont pas joints. » Et à nouveau, la réponse c'est hey, « Est-ce qu'il était marqué dans l'énoncé que le fait de ne pas lever le stylo quand on trace voulait forcément dire qu'à l'arrivée, les segments étaient joints ?» C'est extrêmement contre-intuitif. Si je ne vous montre pas ce dessin-là, vous n'imaginez juste pas, à part si je suis magicien, comment je peux tracer 3 traits sans lever le stylo et qu'à la fin, les 3 traits sont disjoints. Normalement, ce n'est pas possible, sauf si j'ai plié la feuille. Okay ? Donc, évidemment, pour se sortir de ce genre de problème, non seulement il faut être conscient du fait qu'on se met des barrières qui n'étaient pas dans l'énoncé, et puis dans l'autre sens, évidemment, il faut avoir des idées de comment ruser avec le problème pour trouver des solutions. Ça s'appelle des effets de fixation en psychologie de la créativité. La fixation, c'est quand inconsciemment, vous pensez qu'il faut faire d'une certaine manière, en n'étant pas, du coup, conscient du fait que vous vous limitez vous-même. Petit exemple universitaire d'effet de fixation. Il y a quelques années, on organise un séminaire et je dis à une de mes jeunes collègues, fais passer une feuille de présence. C'était un séminaire auquel venaient des personnes de l'extérieur, des entreprises, des professionnels indépendants, etc. Et je vois revenir la feuille où il y avait une colonne nom, une colonne signature, et puis c'est tout. J'ai dit à ma collègue, mais il ne s'agissait pas de faire signer pour une présence à un examen, il s'agissait de recueillir les noms et les adresses mail ou les coordonnées des gens. Donc, instinctivement, étant dans une salle à l'université et faisant passer une feuille à signer,
entre guillemets, assigné, moi j'avais dit fais passer une feuille de présence, elle avait traduit feuille de présence pour un examen, alors que la situation était différente. Voilà un petit exemple d'effet de fixation. À nouveau, vous imaginez sur des problèmes complexes ce que ça peut donner. Donc, essayons de nous demander quels étaient les effets de fixation à l'œuvre qui nous ont empêchés de trouver la solution à ce petit problème des points. Première contrainte dont on n'était pas conscient, le nombre de points est fixé à 9. Pourquoi ne pas en rajouter ? 2, il est interdit de sortir du carré. 3, la taille des points n'a pas d'importance. 4, les angles entre deux segments successifs sont forcément 90 degrés ou 45, parce que ce serait bête de passer à côté d'un point sans que le stylo passe dessus. La surface est un plan et doit le rester. Et puis un segment droit, c'est ligne droite sur une surface plane qu'on peut tracer avec une règle. Bon, voilà 6 effets de fixation rien que sur ce petit problème-là. Et du coup, les solutions innovantes qu'on a trouvées, forcément, si mon raisonnement est bon, elles vont correspondre à des défixations sur tout ou partie de ces propriétés qu'on vient de lister. Donc la solution numéro 1, celle que je vous ai montrée en premier, elle correspond à une défixation sur les 2 premières fixations, sur le nombre de points et leur position. La solution avec les points plus gros, c'est sur les fixations 3 et 4, donc la taille des points et les angles entre 2 segments successifs, pardon pour le S qui manque. La solution avec le cylindre, c'est une ouverture sur le type de surface et ce que c'est qu'une ligne droite. Et mon petit origami, c'est 6 et 7 sur ce qu'est une ligne droite et sur le fait que ne pas lever le crayon signifie forcément des segments connectés à la fin. Voilà, si on fait l'analyse un peu complète du raisonnement qui m'a conduit à trouver ces solutions innovantes, on est là. Il manque une étape qui est assez difficile à modéliser, et j'aurai pas le temps d'aller trop dans le détail aujourd'hui, c'est quand même comment on a eu les idées. Qu'on raisonne en fixation et défixation, c'est bien, mais où est-ce que j'ai trouvé ou comment il m'est venu cette idée de grosseur des points ou autre, hein. Et là, on va aller plutôt vers quelles sont les analogies que j'ai en tête, quelle est la culture générale que je peux avoir sur un certain nombre de choses, quelle est l'habitude que j'ai de défixer. Typiquement, la taille des points, ça vient des cours de maths. Tous nos cours de maths, la taille du point n'a pas d'importance. Un point dans un problème de maths, c'est quelque chose qui n'a pas de dimension, c'est une pure abstraction. Or là, on n'est pas dans la pure abstraction, on est dans le fait de trouver une solution à un problème relativement concret. Alors je vais continuer avec un exemple vite tous les jours, mais quand même, on va parler de Dyson. Il y a longtemps maintenant, Dyson a inventé l'aspirateur sans sac. En réalité, Dyson ne cherchait pas à inventer un aspirateur sans sac, il cherchait à inventer un aspirateur qui ne perde pas de puissance au fur et à mesure qu'on s'en sert. Sous-entendu, au fur et à mesure que le sac se remplit. Hein, ceux qui ont passé au moins une fois ou deux l'aspirateur chez eux savent que plus le sac est plein, plus le moteur a du mal. Hein, parce qu'évidemment, le sac est plein, donc l'air a du mal à rentrer et à sortir. Et du coup, il faut plus de puissance. Dyson s'est dit, j'aimerais bien inventer un aspirateur qui, finalement, ne perde pas de puissance au fur et à mesure. J'étais pas dans sa tête, mais tout se passe comme s'il avait raisonné de la façon suivante. Concevoir un aspirateur qui ne perde pas de puissance au fur et à mesure que le sac se remplit. Qu'est-ce que je peux avoir comme idée pour faire ça? L'ingénieur de service pourrait dire, c'est facile, je mets un capteur de remplissage du sac et j'asservis le moteur à ce capteur, de sorte que plus le sac est plein, plus le moteur tourne vite et puissamment. Pas mal, mais ça va faire du bruit, ça va consommer de l'énergie. Peut-être que ça va coûter plus cher à la vente, pas évident. Et Dyson se dit non, non, moi je ne vais pas par là, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas être assez innovant, une idée que j'ai eue tout de suite comme ça. En plus, ce n'est pas parce qu'on a une idée tout de suite qu'elle n'est pas innovante, mais enfin là, en l'occurrence, c'était juste une amélioration de l'existant, on rajoute un capteur, et puis voilà. Deuxième possibilité, je mets des très grands sacs qu'on change très souvent. Du coup, ils n'ont pas le temps de se remplir, et j'ai plus le problème. Sauf que faire des aspirateurs de 70 cm de long juste pour avoir des grands sacs qu'on change très souvent, pour le gag, ça va, mais plus, c'est compliqué. Cette idée-là, elle peut venir d'un tas d'analogies qu'on a en tête. Pour ce qui me concerne, j'avais suivi des cours de statistique et j'ai enseigné ça à un moment. Et en statistique, quand la taille de la population est très grande par rapport à la taille de l'échantillon qu'on interroge, quand on fait un sondage, on peut se contenter de certaines approximations. Alors que quand
on interroge un nombre de personnes qui est proche du nombre total dans la population, alors il faut introduire ce qu'on appelle des facteurs d'exhaustivité, c'est-à-dire mettre une correction dans la formule. C'est un peu comme quand vous modélisez la chute d'une pomme là dans la salle, la vitesse est suffisamment loin de celle de la lumière pour qu'on n'ait pas besoin d'Einstein. Newton, ça suffit. Bon. Le prof de service, il a ce genre de truc dans la tête à un moment ou à un autre. Et donc, par analogie un peu lointaine, mais quand même, l'idée de n petit par rapport à grand N, c'est-à-dire un sac qu'on remplit très peu et qu'on change souvent, ça peut vous venir à l'idée par ce genre de circuit. On y reviendra tout à l'heure, mais en innovation, tout est bon, comme on dit. C'est-à-dire, vous avez le droit d'avoir des idées absolument comme vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de dire comment vous les avez eues. Je vous raconterai 2-3 fois où on s'est fichu de moi quand j'ai cité mes sources. Mais vous verrez, c'était pas si stupide que ça pouvait paraître. Bon, alors faire des grands sacs qu'on change très souvent, on va laisser tomber. Et Dyson se dit assez vite, finalement, le problème, c'est le sac. Donc, je vais finalement considérer que pour répondre à la question du haut, je vais répondre à la question qui s'est affichée là, c'est-à-dire concevoir un aspirateur sans sac. Et pour ça, il faut être capable de se demander à quoi ça sert un sac dans un aspirateur. Vous voyez ? Est-ce que je peux qualifier le sac sans dire que c'est un sac? Autrement dit, le mot sac en français, qu'est-ce qui va résumer comme fonctionnalité qui m'intéresse pour un aspirateur? Un sac, finalement, c'est un filtre qui stocke. L'air et la poussière rentrent, seul l'air ressort. Et la poussière reste dans le sac. Donc le sac est un filtre stockeur, si je veux monter d'un cran de généralité pour qualifier ce qu'est le sac. Donc, concevoir un aspirateur sans sac, très logiquement, on va voir à quoi ça aboutit. Avant d'arriver à l'idée finale, Dyson se dit, comme ça pour rire, peut-être qu'il avait bu une bière avec ses copains, c'est facile, je prends un aspirateur et j'enlève le sac. Si vous faites ça, vous obtenez un aspirateur jetable en fait. C'est-à-dire que l'air et la poussière rentrent, vont dans le moteur, grillent le moteur et c'est terminé. Si vous êtes très riche ou très capricieux, c'est pas mal, mais on ne voit pas très bien l'intérêt sur un marché de ce type de produit. Donc c'est pas ça qu'on va faire. Dyson se dit à ce moment-là, si je veux faire un aspirateur sans sac, alors que le sac sert de filtre, stockeur, alors je dois regarder si j'ai une idée d'aspirateur dont le filtre ne soit pas un sac. On est d'accord? Et là on cherche, et on trouve rien de mieux qu'un sac pour faire filtre et stocker. Et donc du coup, il faut monter encore d'un cran en abstraction, c'est-à-dire si un aspirateur dont le filtre ne soit pas un sac, je trouve rien, ça veut dire qu'il faut trouver un système de séparation air-poussière qui ne soit pas un filtre. Je monte encore d'un cran en généralité, vous voyez. Je souligne dès maintenant le fait qu'à ce moment du raisonnement, on est capable d'énoncer des propriétés souhaitées en n'ayant encore aucune idée de à quoi ça va ressembler à la fin. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Mais le raisonnement créatif, il doit se familiariser avec cet état de la pensée un peu liquide, un peu non spécifié. On verra d'autres exemples où on peut, comme on dit, structurer l'inconnu de façon raisonnée, presque rationnelle, on pourrait dire, sans pour autant savoir exactement où on arrive. Donc, concevoir un aspirateur dont le système de séparation air-poussière soit autre chose qu'un filtre. Et là, il faut peut-être aller rediscuter avec des physiciens, par exemple, qui vont vous dire que finalement, la poussière a un certain nombre de propriétés, dont celle d'être plus lourde que l'air. Et peut-être que le climatologue qui passait boire un café vous dira « Mais attends, une tornade, ça fait ça très bien. » Et là, Dyson se dit « Bon sang, si je mets un système de cyclone dans mon aspirateur, donc j'utilise la force centrifuge pour éjecter la poussière sur les bords, et j'évacue l'air par le milieu. » Et il se dit « Bon sang, c'est ça que je vais faire. » Et à ce moment-là, il conçoit les aspirateurs sans sac. Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait des marques d'aspirateurs, comme Tornado, par exemple, qui avaient pris le mot tornade comme une métaphore ou un symbole de leur efficacité, sans jamais penser qu'ils pourraient penser tornade au sens littéral pour séparer l'air de la poussière. Et ça a été le gros apport de Dyson, plus un parti pris sur le design et des choses osées comme le fait d'avoir un endroit où on stocke la poussière qui soit visible de l'extérieur, qui soit transparent. Normalement, c'est pas beau la poussière, on n'a pas envie de la voir. Et lui a réussi ça. Évidemment, ça lui a permis aussi de faire ses aspirateurs à l'époque à peu près 2 fois plus chers que la moyenne des autres, mais ça s'est très très bien vendu. On explique ça aussi sur les marchés, mais c'est une autre question. Donc vous voyez cette affaire de monter en niveau d'abstraction pour essayer de sortir du cadre. On va voir d'autres exemples. Alors, deuxième partie, du coup,
j'approfondis cette question. Comment d'étranges idées émergent du raisonnement de conception? Attention, qu'ils soient étranges et avec un potentiel d'innovation. Parce que étrange tout court, effectivement, on peut en trouver un certain nombre, là, tous ensemble, si on s'y met. Mais étrange avec une valeur, étrange avec un potentiel, c'est plus compliqué. Alors, comme c'est bientôt l'été, on va parler un peu de camping. Supposons que mon petit problème de conception innovante soit comment concevoir une chaise de camping beaucoup moins chère et beaucoup plus légère que les chaises qu'on trouve habituellement. La première chose que je vais faire, ayant ce concept en tête, c'est d'aller voir ce qu'on sait sur les chaises de camping. C'est-à-dire à la fois sur chaises de camping, et puis peut-être sur chaises, et puis aussi sur camping. Et un petit tour sur Internet rapide me dit qu'en gros, j'ai les chaises qui sont en gros sur cette diapo-là. Vous avez des chaises de différentes formes, pliables, pas pliables, de différentes couleurs, avec différents tissus. Et vous dites, en regardant ça, qu'est-ce que je pourrais bien trouver comme piste d'amélioration qui fasse que je trouve une idée de chaise beaucoup plus légère et beaucoup moins chère. Vous pouvez dire, tiens, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas la peine de réfléchir longtemps pour comprendre que ce n'est pas en jouant sur la couleur que vous allez gagner en poids et en prix. Sur le tissu, ça c'est plus intéressant, sauf qu'une recherche rapide vous montre que les tissus très légers sont aussi très chers. Par exemple, l'armée américaine fait des parachutes en soie d'araignée, tissés à la main, si j'ose dire, par des vraies araignées. C'est très 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 léger, mais c'est très 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 cher. Et habituellement, on a ce genre d'équation-là. Un vélo extrêmement léger est un vélo extrêmement cher. Et nous, on veut à la fois très léger et très peu cher. Et puis, vous remarquez que finalement, il y a un nombre de pieds qui est différent sur ces chaises. Il y a des chaises à 4 pieds, il y a des chaises à 2x2, il y a des chaises à 3 pieds, il y a des chaises à 1 pied si on considère le tripode replié ou, ce que je n'ai pas mis sur la diapo, vous savez, ces espèces de selles avec un pied télescopique sur lesquels on peut s'asseoir pour se reposer un peu à l'extérieur. Et au fond, notre cerveau nous dit, tiens, pourquoi pas essayer de raisonner sur le nombre de pieds. Alors 1 pied, 3 pieds, 4 pieds. Il y a un truc que notre cerveau est éduqué à faire aussi, c'est de compléter les séries logiques. Il voit 1, 3, 4, il a envie de proposer 2 ou 5 pour compléter. D'accord ? 2 ou 5, ça donne rien en fait. 2 pieds, ça ne sert à rien par rapport à 1 ou 3, et 5 encore moins. 5 pieds ou 6, c'est les chaises de bureau à roulettes. On met plus de pieds pour pas qu'il y ait une arête telle que vous risquez de basculer quand vous vous penchez. C'est uniquement pour ça qu'il y a ce nombre de pieds sur les chaises à roulettes. Bon, et c'est pas moins cher et c'est pas plus léger, tant s'en faut. Et peut-être votre cerveau a envie d'oser ce jour-là et dit, après tout, si je complète la série logique par le bas, pourquoi pas 0 pied? Ah, alors le même grincheux que tout à l'heure vous dit, une chaise à 0 pied, c'est pas une chaise, hein, ça a des pieds, une chaise. Alors évidemment, si vous dites, je veux innover sur les chaises, mais que vous rajoutez, attention, une chaise, c'est ça va être compliqué. On pourra améliorer, mais innover un peu en rupture, et on sent bien que ça va être nécessaire ici, pour que ce soit beaucoup plus léger et beaucoup moins cher. Un peu plus léger et un peu moins cher, c'est facile. Vous voyez ? Si vous me dites finalement, Albert, ta conférence aujourd'hui, c'est plus 40 minutes, c'est 35, je gère. Si on me dit là, tout à l'heure, avant de commencer, c'est plus 40 minutes, c'est 5, je vais gérer, mais enfin, il va falloir que je change quand même pas mal ma façon de vous parler de tout ça. Là, c'est pareil. C'est une partition surprenante. À quelles conditions une chaise à 0 pied reste-t-elle une chaise ? Peut-être qu'il va falloir que je raisonne comme Dyson avec son aspirateur. C'est-à-dire, à un moment, je vais dire, mais au fait, à quoi ça sert une chaise ? C'est quoi la définition abstraite, fonctionnelle d'une chaise ? C'est, par exemple, quelque chose qui me permet de rester en position assise sans effort, ou avec des efforts limités. D'accord ? Et du coup, vous allez pouvoir commencer un tour du monde, des façons de s'asseoir ou de rester assis. Vous allez aller en Asie, voir des gens qui sont assis accroupis, comme on dit, hein, et avec les talons qui touchent le sol, contrairement à nous, où on est accroupi avec les pointes et puis les talons relevés en moyenne. Vous allez observer des gens qui pique-niquent et qui sont assis comme ci ou comme ça. Hein. Je ne peux pas bouger de ma chaise à cause de la vidéo, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous imaginez bien. Et du coup, vous allez revisiter ce que c'est que s'asseoir et sur quoi et comment on s'assied et avec qui et pourquoi faire, etc. Évidemment, la première chose que ça va vous obliger à faire, si je modélise un tout petit peu le raisonnement de conception, c'est, au fait, c'est quoi l'équilibre en position assise ? Comment on tient ? Parce que si on veut que ce ne soit pas fatigant, il va bien falloir que l'équilibre soit assuré, soit par moi, soit par l'objet sur lequel je suis assis, ou qui me maintient assis, soit par une composition des deux. Par exemple, je suis en équilibre sur un vélo, c'est l'interaction entre le vélo et moi. Je suis en équilibre sur une balancelle, c'est la balancelle. Je suis en équilibre sur un coussin, c'est moi.
J'ai le droit de dire, parce que le grincheux de service me dit, mais c'est bon, un hamac. J'ai le droit de dire, non, non, un hamac, oui, peut-être, mais non, ça existe déjà, j'en veux pas. Vous avez le droit de dire, une chaise de camping beaucoup plus légère, beaucoup moins chère, et qui ne soit pas un hamac. Vous avez le droit, hein, en innovation. Bon. À une époque, si vous alliez au vieux campeur, vous trouviez une ceinture qui passe sous les bras et qui se met autour des genoux et qui était vendue comme chaise de camping. La Sanglayan, c'était pas un truc tibétain, c'était un breton qui s'appelait Yann et qui avait inventé ce truc. C'est très efficace. Attention, c'est pas un fauteuil club Pullman, super repos pour la sieste, etc. C'est très rustique, dirons-nous. Mais, effectivement, le Yann en question s'est dit, mais les gens qui sont en train d'être assis à un pique-nique, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis par terre, comme ça, et ils ont leurs bras autour des genoux, souvent. Et il s'est dit, si je fais faire ce que font les bras par autre chose, les bras sont libérés, donc c'est bien, c'est pratique, ça a une valeur. Hein. Et si la sangle est bien faite, bien ajustée, avec certaines propriétés, il ne faut pas qu'elle soit élastique, hein, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus trop rigide. Le tissu, c'est pas mal. Je vais soulager mes bras et je vais pouvoir, dans une certaine mesure, rester assis avec un effort limité. Ce truc était vendu 5 € à l'époque. C'est effectivement sensiblement moins cher et beaucoup plus léger qu'une chaise de camping classique. Il y a des gens qui ont repris ça en mettant ça en scène de façon plus moderne. Une marque qui s'appelle Sashado, le concept de nomad sitting. Alors ça, c'est intéressant, le concept de nomad sitting, parce que, on vous met en scène la ceinture dans des positions et situations variées. C'est pas seulement le camping, c'est le cours de yoga, c'est la relaxation, etc. Et j'attire votre attention sur le concept nomad sitting. Ça, c'est très intéressant. J'y viendrai un petit peu plus tard dans une partie suivante. C'est que, supposons que vous ayez créé votre entreprise avec un premier produit qui serait celui-là. D'accord ? Et que vous ayez qualifié votre produit non pas de ceinture d'aide à la position assise, ça c'est la définition, je dirais, mode d'emploi, mais que vous ayez un concept un petit peu parlant, un petit peu attirant. Hein, vous dites aux gens, regardez, c'est un concept de rester assis en nomade, en quelque sorte, nomad sitting. Donc je m'adresse à des gens qui bougent et qui vont avoir besoin de s'asseoir, mais qui sont des nomades. Bon, nomades au sens moderne du terme, hein, je ne vous parle pas des vrais nomades. Et du coup, la suite de la stratégie de la boîte peut aller dans deux directions complémentaires. Soit on dit, mon rayon c'est le sitting, et je développe d'autres produits dans le sitting autres que nomade. Soit je dis, mon rayon c'est le nomade, et je propose des produits nomades autres que sitting. Les deux sont possibles. Mais voyez que là, en 10 secondes, on est passé de comment on appelle un produit à une stratégie possible pour l'entreprise. Donc il y a des liens extrêmement proches entre la façon dont vous allez formuler votre concept d'innovation et les stratégies possibles pour l'entreprise. Voilà l'exemple de la chaise de camping, beaucoup plus légère et beaucoup moins chère. Alors je vais prendre 2-3 autres exemples dans la même veine, un peu plus courts, vous allez voir. Ça fait longtemps que ça n'est plus une innovation, les voies pour les bus. Mais à une époque, les grandes villes en ont eu marre que les bus aient une vitesse commerciale guère supérieure à celle qu'on a quand on marche. Et donc, elles ont conçu des voies réservées. C'était pas très innovant, mais en tout cas, ça a été fait et c'était nouveau, sinon révolutionnaire. Il y a quelques années maintenant, un projet chinois, qui a été expérimenté d'ailleurs, je ne sais plus où exactement en Chine, a défrayé la chronique. Il y a eu un nombre très très important de commentaires. Ça a fait la une d'un certain nombre de journaux du matin. Vous voyez cette espèce de RER bizarre à un seul énorme wagon qui a des jantes fines et qui passe par-dessus les embouteillages de l'autoroute. Et tout le monde était fasciné par ça, sur le thème, mais bon sang, c'est génial, comment on n'a pas pensé à ça plus tôt? On passe par-dessus et pas à côté, donc au-dessus il y a de la place, d'accord? On n'est pas encore comme dans le 5e élément ou Blade Runner, on ne maîtrise pas la 3D pour la circulation des véhicules, donc de toute façon il faut que ça touche terre d'une façon ou d'une autre, à moins de faire des drones ou des hélicoptères. Vous mettez quand même plus de 1000 personnes là-haut, hein, c'est gros. Évidemment les stations, elles ont les quais à hauteur du premier étage. Hein. Et en plus, c'est pas mal parce que les gens qui sont dessous se disent « mince, si j'avais su, j'aurais pris le RER hein ». Ils le voient que ça leur passe par-dessus la tête, si j'ose dire, au sens littéral comme au sens figuré. Ça a tellement fasciné tout le monde qu'il a fallu 3 semaines avant qu'on entende les premières critiques ou les premières réserves du style « bon, c'est bien, mais comment on prend un virage avec ce truc ?» Bon, donc, il y a des effets
de fixation un peu particuliers qui peuvent venir de la fascination qu'on a pour un produit et qui est telle qu'on en oublie ou qu'on ne prend pas garde aux inconvénients. Vous avez des marques qui fonctionnent comme ça. Une marque comme Apple, par exemple, a une forme de popularité très particulière qui a quelques points communs avec les religions, je le dis sans ironie, c'est-à-dire qu'il y a des adorateurs et des gens qui sont prêts à tout et qui, voilà, le nouveau produit sort, il faut qu'il l'ait. Et puis voilà, il n'y a pas d'esprit un peu critique, un peu calme sur une certaine frange de la population, c'est pas tout le monde, mais les marques qui jouent là-dessus arrivent finalement à générer des comportements qui ont quelques points de ressemblance avec ce que je vous dis sur l'absence d'esprit critique sur ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait tous cette solution en tête, mais pas dans des univers acceptables professionnellement. Je m'explique. Ma génération a beaucoup regardé à la télé un dessin animé qui s'appelait Les Fous du Volant, avec Satanas et Diabolo. C'est une course de voitures un peu loufoque. Et dans cette course, il y a un personnage qui s'appelait le professeur Maboulette et qui avait une voiture dont les roues étaient montées sur ressort, comme ça, et qui, pour doubler tout le monde, pouvait se surélever, doubler, et puis ensuite ça revenait au rez-de-chaussée. La génération de mes enfants a plutôt regardé Inspecteur Gadget, et dans Inspecteur Gadget, c'est pareil, il y a un gogo gadgeto quelque chose qui consiste à, dans ses chaussures, à monter d'un demi-étage ou d'un étage pour dépasser les brigands. Mais évidemment, qui va oser aller chercher une idée dans un dessin animé? Dans certaines entreprises, c'est pas trop l'ambiance, on va dire. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le fait de réaliser qu'on avait ces idées en tête, mais qu'on n'a pas pensé à aller les chercher, c'est une chose intéressante à constater. Mais évidemment, avant ça, on pourrait dire, oui, enfin, vous êtes bien gentil, j'ai peut-être pas pensé à aller la chercher, mais vous ne m'avez pas posé la question non plus de façon à me donner envie de mobiliser des idées. C'est-à-dire, qui, à la RATP, à la SNCF, à la ville de Paris, où vous voulez, a posé le problème d'une façon telle qu'on aurait pu avoir ce genre d'idée. Comment est-ce que je mobilise mes collaborateurs de sorte qu'ils soient en position, il y a des conditions pour ça, cognitives, relationnelles, qu'ils soient en position d'alimenter un débat et qu'on en sorte un certain nombre d'idées. Et en conclusion, je vous dirai un tout petit mot des ateliers d'innovation qu'on a mis au point dans cet esprit-là. Un autre exemple, ceux d'entre vous qui font de la photo connaissent par cœur ce qu'on appelle depuis des décennies un appareil réflexe à objectif interchangeable. C'est le dessin, les photos du haut. Donc vous avez un boîtier qui ne sert à rien tant qu'il n'y a pas d'objectif dessus. On pourrait faire des photos avec si on veut, ça pourrait être marrant, mais de toute façon l'appareil est programmé pour ne pas se déclencher tant que vous n'avez pas mis d'objectif. Et puis vous pouvez mettre l'objectif que vous voulez. Voilà. Sony a pas mal innové il y a 3 ou 4 ans, je crois, en proposant un objectif indépendant, quasiment autonome, que vous clipsez au smartphone et qui peut vous permettre de prendre des photos de meilleure qualité que ce que peut faire le smartphone tout seul. Deux différences intéressantes par rapport à la vision classique de l'appareil à objectif interchangeable. Un, avec le boîtier tout seul, c'est-à-dire le smartphone, vous pouvez quand même faire un tas de choses. Et deux, le clips sur leur smartphone, c'est uniquement par confort. Vous pouvez, si vous voulez, le poser à côté. Ça communique en Wi-Fi, en Bluetooth ou en NFC. Et puis voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre objectif. Voilà une façon originale de sortir du cadre par rapport à ce qu'est habituellement un appareil photo à objectif interchangeable. Alors évidemment, on pourra dire oui, mais la qualité ceci, le confort cela, d'accord. Mais on a bien une autre façon de penser un objectif interchangeable par rapport à la vision classique. C'est intéressant que ce soit Sony qui est arrivé dans la photo après. Sony n'est pas un classique, c'est pas Canon, c'est pas Nikon, soit arrivé après et que c'est Sony qui ait proposé ce type de choses. Un troisième exemple. Si vous avez fréquenté encore récemment certains hôtels un peu familiaux, un peu classiques, on vous a peut-être donné une clé qui ressemblait à ça, c'est-à-dire grosse, lourde et moche, grosso modo. J'ai mis ça en termes plus choisis sur la diapo parce que les écrits restent, mais en gros c'est ça. Et vous dites, bon sang, mais pourquoi ils m'ont fichu une clé pareille? Bon, bien sûr, c'est pour que vous n'oubliez pas de la rendre à la réception quand vous partez, temporairement ou définitivement, parce qu'évidemment, si vous perdez la clé, c'est embêtant, il y a le numéro de la chambre dessus, ça coûte cher à refaire, il pourrait y avoir des vols, etc. Et puis, d'ailleurs, à force que les hôteliers disent il faut rapporter la clé à la réception, ça devient un réflexe, on ne sait même plus pourquoi, mais c'est comme ça, hein. On adore interdire d'une façon générale. Donc, voilà, c'est une coutume, au moins autant qu'un besoin.
Autrement dit, le problème de conception innovante qui consisterait à se demander comment concevoir une clé que l'on n'oublie pas de rendre à la réception et qui soit petite, légère et élégante, normalement, ce n'est pas possible, parce que si elle est petite, légère et élégante, alors je ne penserai pas à la rendre, voire j'aurais envie de la garder pour ma collection, par exemple. Il y a des gens qui font des collections d'horreur, mais c'est plus rare. Et à partir de là, normalement, vous n'allez pas trouver de solution. Sauf si vous vous arrangez pour supprimer le problème à la source. C'est-à-dire que les clés d'hôtel, maintenant, depuis pas mal de temps, sont assez souvent des cartes plastiques magnétiques format carte de crédit. Et c'est des objets tels que si vous les perdez, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous oubliez de la rendre, c'est pareil. De toute façon, il n'y a pas le numéro écrit dessus, lisible à l'œil, c'est dans la piste magnétique. La réception vous refait une autre carte et ça annule le code de la carte précédente et donc il n'y a aucun problème. Une des conséquences, c'est que ça va supprimer le tableau des clés, par exemple, à la réception. Vous allez gagner de la place. Pour certains hôtels, c'est non négligeable. Allons un cran plus loin. Vous avez maintenant des téléphones qui sont équipés pour ouvrir les portes directement. Vous passez le téléphone devant la serrure et ça ouvre. Là, du coup, il n'y a plus besoin de clés physiques au sens classique du terme. Et ce que vous supprimez, c'est plus seulement le tableau des clés, c'est éventuellement jusqu'au desk de réception. Où on pourrait dire, j'utilise le temps gagné pour mon personnel à rendre des services différents de ce qu'il faisait avant. Dans une veine voisine, petite histoire édifiante. Il y a quelques années maintenant, Telia, l'opérateur scandinave, voit arriver la 3G et se dit, c'est bien la 3G, mais si on ne propose pas de service dessus, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée de service qui utilise la 3G ? Et ils organisent une séance de créativité assez ambitieuse avec 70 étudiants qu'ils font bosser toute la journée. Et à la fin de la journée, les résultats sont plus que mitigés, puisqu'en faisant un peu le compte, en gros et pour simplifier, il y avait la moitié des idées qui n'étaient pas très innovantes, la moitié qui n'étaient vraiment pas faisables, et une bizarre qui était déjà à la poubelle. Et deux des participants entreprises, les étudiants, on les avait renvoyés chez eux, se disent, bon, on va quand même regarder cette idée-là. On l'a achetée parce que c'était vraiment totalement débile, mais peut-être qu'on devrait lui donner une deuxième chance. En Scandinavie, il y a une coutume de se faire livrer son journal sur pas de la porte le matin, qui est plus développée que chez nous. Et un des étudiants est arrivé le matin de la séance de créativité, absolument furieux, parce que ça faisait 3 mois que le livreur se trompait régulièrement de journal. Vous imaginez, vous êtes abonné à Libération, vous recevez le Figaro, ou le contraire, n'en déduisez rien sur mes opinions. Une fois assez rigolo, parce que vous ne l'auriez pas lu sinon. Donc c'est toujours intéressant. Mais au bout d'un moment, alors il avait essayé d'appeler le livreur, ça ne servait à rien. Il avait appelé l'entreprise de distribution, pas plus. Il avait appelé le journal, encore moins. Il se disait, mais il ne me sert à rien mon téléphone là. Et il avait écrit sur son post-it, j'aimerais bien pouvoir utiliser mon téléphone pour balancer 500 volts au livreur la prochaine fois qu'il se trompe. Il faut oser là aussi quand même, d'accord ? Et évidemment, cette idée, vous en conviendrez, est techniquement pas facile à réaliser et moralement indéfendable. Mais ils se sont dit, il faut qu'on réfléchisse quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un diamant derrière la pépite très grossièrement taillée, pour le coup ? Est-ce qu'il n'y a pas un signe derrière le vilain petit canard ? Et au bout d'un moment, ils se disent, bon, super, on a trouvé, on va rappeler les autres et on va leur filer l'idée, mais reformuler. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Dyson et monter en abstraction. Ils rappellent les autres et ils leur disent, les gars, cette idée est absolument stupide et on a eu raison de la mettre à la poubelle, telle qu'elle. Sauf que quand vous utilisez votre téléphone comme ça, vous vous en servez comme d'une télécommande. Et à ce moment-là, il y a eu dans la salle le genre de silence qui précède l'excitation. C'était la fin de la journée, tout le monde était fatigué. Mais là, on avait ce qu'on appelle ouvert le champ d'innovation. Ça s'appelle une partition expansive dans le jargon des théories de la conception. Ça veut dire tout d'un coup, on a ajouté une propriété au téléphone, le téléphone comme télécommande. Théoriquement, quand vous ajoutez une propriété, vous trouvez un sous-ensemble, d'accord ? Les voitures de marque Renault sont un sous-ensemble des voitures. Les voitures rouges sont un sous-ensemble des voitures. Mais là, le téléphone comme télécommande, comme ça n'existait pas, au lieu de restreindre, vous ouvrez. Partition expansive. On peut démontrer dans la théorie que les partitions expansives sont des moments du raisonnement qui ont un potentiel d'innovation. J'y reviendrai dans la discussion si ça vous intéresse. Donc, le téléphone comme télécommande, c'est un moment très particulier du raisonnement qui ouvre un espace d'innovation assez conséquent parce qu'il suffit de 1 heure ou 2 là et on va avoir plein d'idées. Ouvrir une porte de chambre d'hôtel par exemple, taguer un QR code, obtenir des renseignements,
échanger des informations d'un téléphone à l'autre, ou d'un téléphone à un autre objet mobile, ou à des objets fixes. D'accord ? Avoir sur mon téléphone un tas d'applications qui me permettent en domotique, sur ma Hi-Fi, sur mon voisinage, sur mes commerçants, de faire un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est des moments très particuliers du raisonnement, mais qui vont générer du potentiel d'innovation, parce que tout d'un coup, avec cet éclairage-là, qu'on n'avait pas avant, on va pouvoir avoir plein d'idées. Le téléphone comme télécommande. Troisième partie. Préparer les esprits et la créativité, accroître les échanges de connaissances et d'expériences, développer les capacités d'abstraction et de reformulation. Je vais enfoncer le clou encore un peu. On va parler de pare-brise automobile un petit peu. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de Securit. Vous connaissez tous le verre Securit, c'est une entreprise du groupe Saint-Gobain. On peut juste constater qu'entre 1960 et 2000, si je prends l'exemple de la coccinelle, la surface vitrée a été multipliée par 2,5. Le verre dans la voiture, ça a pris énormément d'importance depuis quelques temps. Je passe sur les raisons qui font que ce n'est pas facile d'innover sur le pare-brise, c'est-à-dire qu'au fond, des entreprises comme Saint-Gobain sont structurées au niveau de la R&D, de sorte qu'elles travaillent pour faire des pare-brises encore plus difficiles à faire, mais du même genre. C'est-à-dire, par exemple, à une époque, Renault a demandé un pare-brise arrière pour la Clio qui remontait un petit peu sur le toit avec une courbure très serrée. Ça, c'est super difficile à faire. Il faut des techniques de bombage du verre qui n'étaient pas évidentes à maîtriser. Mais c'est de la physique, c'est de la chimie organique, c'est de la chimie inorganique. Donc la R&D, en bossant encore mieux dans leur métier de base, arrive à faire le nouveau pare-brise à chaque fois. Sauf qu'un jour, Renault fait une demande un peu curieuse. Renault leur dit, voilà, pour la prochaine Laguna, je veux un pare-brise athermique. Un pare-brise athermique, c'est un pare-brise qui renvoie les infrarouges. C'est-à-dire, en fait, ça va gagner sur la clim. Ça va moins chauffer dans l'habitacle. Donc on voit tout de suite la valeur pour le client. Il y a moins de chaleur qui rentre et donc on fait des économies de clim, c'est plus agréable. Il fait moins chaud quand vous rentrez dans votre voiture après être allé faire un tour, si elle est restée en plein soleil, etc. Et les gens de sécurité disent, bon écoutez, oui vous êtes gentil, mais pour faire ça, il faut maîtriser la dépose de couches ultra minces sur le verre. Et ça, on ne saura pas faire avant 4-5 ans. Ils étaient relativement sincères en disant ça. Sauf que Renault a tenté un coup de bluff et leur a dit, écoutez, oui, vous êtes gentil, mais on a des concurrents à vous qui nous ont dit qu'ils le faisaient en 6 mois, donc c'est comme vous voulez. Donc un ingénieur, il a 2 propriétés à la base. La première, c'est de vous dire sérieusement et honnêtement que la solution idéale, noble, interne à son art de verrier, c'est la dépose de couches ultra-minces sur le verre et que ça, il y a encore 4-5 ans de R&D pour être sûr d'y arriver, parce que le verre, même quand vous avez fait un prototype, c'est pas fini. C'est un matériau très particulier. Il faut avoir testé sur des milliers d'exemplaires pour être sûr que la qualité va avoir la constance nécessaire. Mais la deuxième propriété, c'est qu'il est susceptible. C'est-à-dire que quand on lui dit qu'il y a 2 clampins, on ne sait pas où, qui vont faire ça en 6 mois, il se vexe et il essaye. Et donc ils se sont dit, bon, bah, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir passer de 4 ans à 6 mois en faisant la même chose. Il va falloir faire autrement. Et ils trouvent une entreprise dans le BTP qui savait déposer des couches ultraminces sur du plastique. Et ça tombait bien parce que Securit savait insérer des feuilles de plastique entre 2 feuilles de verre. Et donc en 6 mois, ils ont trouvé une solution pour faire un pare-brise athermique. Si c'était juste pour vous raconter ça, c'est juste une petite histoire d'invention originale sympa, mais allons plus loin. Les gens de Securit ont réussi le pare-brise athermique pour la Laguna à l'époque, c'était à la fin des années 90. Mais ils ont eu l'intelligence de réfléchir à ce qu'ils avaient fait et de se dire, rappelez-vous Dyson, rappelez-vous Telia, quand même, on n'avait jamais fait ce genre de pare-brise. C'est quoi un genre de pare-brise ? Ça veut dire que d'habitude, il fallait faire un pare-brise encore plus grand, avec un bombage encore plus sophistiqué, mais pas avec une propriété d'un nouveau genre comme athermique. Donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient là quelque chose d'un nouveau genre. Et du coup, ça leur a permis de se dire, puisque on a ajouté au pare-brise une propriété d'un nouveau genre, et qu'on en est conscient, notre cerveau est capable de réfléchir à quelles autres propriétés du même genre on pourrait imaginer. Et du coup, ils ont pensé à des pare-brises anti-bruit, des pare-brises électrochromes, des pare-brises capteurs de pluie et de lumière, des pare-brises panoramiques. Le fait qu'ils aient bossé avec un gars qui fait dans le plastique pour insérer la feuille entre 2, du coup, ils se sont dit, mais tiens, on pourrait faire des petites pièces en plastique, c'est pas la peine de s'embêter avec du verre, etc. Autrement dit, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient jamais
refait tourner le mot pare-brise dans la tête de la façon dont on le fait tourner, vous savez, en disant pare-brise, 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 et au bout d'un moment, le mot, il est bizarre. Ça nous est arrivé à tous de répéter un mot comme ça et que ça fasse bizarre. Et de dire, bon sang, mais c'est vrai, un pare-brise, ça sert à parer la brise, à la base. Et plus personne n'était conscient de ça. Les premiers pare-brise servaient juste à parer la brise. Et on a continué à appeler ça un pare-brise, quand bien même ça part autre chose que la brise, en particulier les rayons du soleil. Bon. Donc, une variété de nouveaux pare-brise autour de propriétés d'un nouveau genre, j'ai listé, et il ne s'arrête pas là. Un jour, en séminaire de direction, un des patrons dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une expression, un peu slogan, mais qui soit très riche conceptuellement, qui soit presque un guide stratégique, qui résume ce qu'on fait et qui éclaire ce qu'on pourrait faire comme pare-brise. Et du coup, ils ont l'idée de dire, on ne fait plus des pare-brises, on fait des membranes ou des interfaces isolantes communicantes. Si vous prenez cette expression-là, on va faire un tout petit peu de linguistique. Interface ou membrane isolante communicante. Membrane est un terme polysémique très très riche. Le mot membrane évoque 10 000 choses concrètes, figurées. On trouve ce mot-là à peu près partout. Interface aussi, bien que ce soit un tout petit peu plus techno quelque chose. Et isolante communicante, c'est un oxymore, c'est-à-dire une expression qui combine deux mots apparemment et habituellement opposés. Par exemple, une sauce aigre-douce. Un cuisinier occidental classique vous dit c'est pas possible, hein, une sauce elle est aigre ou douce. Et une fois qu'il a goûté la cuisine asiatique, il dit ah oui je comprends. Comment une sauce peut être à la fois aigre et douce. Mais au départ il vous dit que ça n'existe pas. Une membrane c'est isolant ou c'est communicant, hein, si on prend le grincheux rationnel de service. Sauf que ça permet de se dire alors attends, un pare-brise, qu'est-ce que ça va filtrer, qu'est-ce que ça va laisser passer? Tiens, mais alors après tout, ça pourrait filtrer ou laisser passer ou pas des choses physiques, par exemple de la chaleur ou de la lumière, mais aussi des choses pas physiques, de l'information par exemple. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors si c'est une membrane et que ça filtre, est-ce que je m'intéresse à ce qui arrive de l'extérieur et qui vient dans la voiture? Ou le contraire? Et du coup, on voit les partitions tout de suite dans l'espace de réflexion conceptuelle, c'est-à-dire, tiens, est-ce que j'émets de l'information vers l'extérieur? D'ailleurs, je, c'est qui? Est-ce que c'est la voiture toute seule? Est-ce que c'est moi qui décide? Est-ce que je l'envoie à qui? À d'autres voitures, à d'autres conducteurs, aux passants sur le côté, à la ville que je traverse, à l'agence de protection de l'environnement parce que j'aurais fait des relevés de qualité de l'air au passage, et du coup, elle va relever tout ça à travers des milliers de voitures qui vont faire le boulot. Et vous voyez, là encore, c'est comme le téléphone avec télécommande. Une fois que vous avez formulé ça, vous avez tout de suite des centaines d'idées potentiellement très intéressantes. Donc, comment raisonnent les innovateurs? C'est comme ça, consciemment ou pas. D'accord? Bon. Quatrième et dernière partie, nous aussi, on sait faire. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler au Centre de gestion scientifique à l'École des mines de Paris, dans l'équipe où travaille notamment Armand Hatchuel. Et Armand Hatchuel est l'auteur, il y a plus de 10 ans maintenant, d'une théorie connue sous le nom de théorie CK, C comme concept, K comme knowledge. Et CK, je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est une axiomatique du raisonnement de conception, c'est-à-dire une théorie formelle du raisonnement. Ce n'est pas de la psychologie, c'est juste une axiomatique. C'est des mathématiques des ensembles derrière, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, sauf si vous avez des questions dans la discussion. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la théorie CK, c'est la première fois au monde qu'on a une axiomatique formelle du raisonnement de conception, donc c'est une découverte ou une invention théorique extrêmement importante. On s'en rend moins compte parce que Armand est un collègue, hein, mais il faut donner à sa découverte sa juste importance. D'ailleurs, c'est très connu au niveau international maintenant, la théorie CK, dans tout un tas de travaux qu'on appelle des travaux en design theory, théorie de la conception. Et évidemment, à partir de CK, nous, on a commencé à imaginer des exercices d'innovation pour nos étudiants qui sont devenus des ateliers d'innovation. Et puis, les entreprises avec lesquelles on bossait habituellement nous ont dit ça a l'air drôlement bien votre affaire là, vous voulez pas tester ça chez nous? Et du coup, on a fait un certain nombre d'expériences de ce type avec, par exemple, la RATP sur le métro du XXIe siècle, Thales sur le cockpit du futur, Safran sur avion aéroport 2050, une filiale du groupe Merck sur les solutions innovantes de filtration d'eau ultra pure pour les labos de biologie, un projet ANR sur l'entreprise face au monde virtuel, un projet sur le transport innovant de gaz dans la filière biométhane. Vous voyez, on a beau être professeur de management, on peut aussi faire des trucs qui ont l'air des sciences de l'ingénieur.
Smart Building avec Artelia, la relation innovante aux demandeurs de logement avec les organismes HLM, et un gros projet ANR dont je vais vous dire un tout petit mot en 2 minutes pour terminer, qui s'appelle Lien social, habitat et fragilité dans la ville innovante de 2030. Alors, quelques mots sur ce projet-là pour vous donner un petit exemple. Très rapidement, je ne prétends pas que je pourrais faire passer tous les messages là dans le temps qui reste. Prenez le titre, Lien social, habitat et fragilité dans la ville innovante de 2030. Ça fait beaucoup, hein. C'est des sujets énormes. Ça touche vraiment du sociétal, comme disent mes collègues du marketing. Bon, donc comment je prends ce truc-là? Le but du projet, il est double. C'est à la fois essayer de formuler cette question de façon un peu originale et différente, et de proposer des dispositifs, des services innovants dans ce domaine-là. Dans la ville innovante de 2030, c'est juste pour dire qu'on se situe un peu dans le futur, pour dire attention, on va être en rupture, on va imaginer des trucs. On n'est pas là pour donner des solutions là tout de suite, quand bien même nos travaux vont avoir des répercussions sur un certain nombre de choses qui se passent actuellement potentiellement. Comment on fait ça? On organise ce qu'on appelle une mutualisation des expériences et des expertises disponibles, c'est-à-dire on se dit qui sait des choses sur tout ça. Et donc on va inviter des conférenciers extérieurs à venir nous parler de ce que c'est que le lien social, de ce que c'est que l'habitat, de les fragilités, c'est quoi, quand. On a invité des historiennes du Moyen-Âge, par exemple, qui nous ont expliqué comment c'était la fragilité au Moyen-Âge. On a invité un collègue d'une université scientifique à nous parler de la résistance des matériaux. C'était très intéressant de voir comment eux modélisent l'endommagement, la cabosse, la rupture. Et par analogie, c'était extrêmement stimulant. On a invité des spécialistes de droit autour des questions de logement et d'habitat, etc. On a eu des choses aussi sur habitat et fragilité dans la science-fiction, dans le cinéma, dans la littérature. On a invité des gens qui ont créé des associations ou des sites web innovants, type Ensemble de Génération, les gens qui organisent la location de chambres pour étudiants dans des appartements trop grands pour la personne âgée qui les occupe. On a invité des gens qui organisent le site Voisinage, ça c'est de la coveillance ou de la bienveillance organisée entre des gens qui font un peu le tour des personnes âgées pour voir si tout va bien, etc. On a fait de l'économie du partage, on a parlé d'accélération sociale, on a parlé d'un tas de choses. Une fois qu'on a fait tout ça, nous, on prend des notes d'une certaine façon pendant tout ce temps-là. Vous avez un petit exemple en haut à gauche. En gros, pour vous donner une idée très concrète, et je ne vais pas être long là-dessus, en colonne de gauche, on note ce qui est dit. Au milieu, on note ce qu'on trouve important dans ce qui est dit. Et à droite, on note les idées qu'on a en écoutant tout ça. Et une fois qu'on a tout ça, on était une dizaine à prendre des notes, on écrit sur des post-it en gros ce qu'il y a en colonne 2 et en colonne 3, c'est-à-dire des bouts d'idées, des morceaux de concepts, des pistes possibles qui peut-être plus tard deviendront des choses innovantes. On écrit tout ça sur des post-it, on met tout ça au mur de certaine façon, il y a une méthode pour faire ça bien. On obtient des regroupements, on trie, on essaie de donner un nom à tous ces regroupements, et on obtient la liste du milieu, qui sont des propositions un peu dégrossies mais pas finies, qu'on va retravailler et qui vont donner finalement des thèmes, c'est la colonne de droite, pour la partie créativité de l'atelier. Par exemple, si vous prenez le GPS de la vie fragile, le GPS de la vie fragile, on comprend tous les mots. Et quelqu'un qui dirait à ce stade, qu'est-ce que c'est le GPS de la vie fragile, je ne comprends pas, la réponse c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça pourrait être. Et on a réussi l'atelier si les gens arrivent à se situer cognitivement dans un moment où, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est drôlement intéressant de se demander ce que ça pourrait être. C'est un entraînement, hein, d'accord ? On fait des séminaires de défixation en introduction des ateliers pour habituer les gens à penser de cette façon. Et le GPS de la vie fragile, on voit tout de suite qu'en regardant ce que c'est qu'un GPS et en transposant ça et concrètement et abstraitement, en gros, on explore qu'est-ce que ça veut dire être guidé quand je suis fragile, dans quelle situation. Le GPS, il est fait par qui, il y a quoi dessus, vous voyez ? Mais attention, c'est pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça pourrait être. Et à partir de ce moment-là, bah évidemment, la réflexion elle est extrêmement ouverte et vous avez le droit d'apporter les idées que vous voulez. J'avais dit que je donnerais des exemples où on s'est fichu de moi, je vais vous les donner. Dans un projet qui n'était pas celui-là, c'était avec la SNCF, on travaillait sur des services qu'on pourrait rendre dans les gares, dans les stations, etc.
Et à un moment donné, je dis, mais vous savez, on devrait travailler sur le concept de carte du maraudeur dans Harry Potter. Ouf, il n'y a pas beaucoup de lecteurs d'Harry Potter dans la salle. Et la carte du maraudeur, c'est un truc très marrant parce que c'est une carte, si vous l'ouvrez, elle vous donne le plan du château et vous voyez des semelles de chaussures avec le prénom de la personne. Et donc vous savez exactement qui est où. Et ça ne marche que si vous avez des intentions subversives orientées vers le bien. C'est normal dans une lutte contre les méchants. Alors les gens de la SNCF m'ont dit bah, « T'es gentil avec ton Harry Potter, mais c'est bon, on est dans le transport ferroviaire ici. » J'ai dit « Attendez, on est en train de réfléchir à des choses qu'on peut appeler services géolocalisés, vous êtes d'accord? Puisqu'on est sur des territoires concrets, des gares, des trains, des quais de stations. Bon. La carte du maraudeur, c'est un service géolocalisé. Je peux savoir qui est où à quel moment. Donc, je maintiens que c'est une source d'inspiration possible, intéressante. Donc là, il fallait à la fois leur expliquer pourquoi ça pouvait être intéressant et qu'ils acceptent aussi le détour que représente cette réflexion-là. Et ça non plus, c'est pas facile pour tout le monde, parce que vous avez toujours un tas de gens qui croient que parce qu'on réfléchit à quelque chose, c'est qu'on va le faire. Les journalistes, par exemple. Parce qu'évidemment, ils vont vouloir pouvoir annoncer au journal l'Université Paris-Dauphine réfléchit à une carte du maraudeur pour la SNCF. Il ne faut pas dire ça, bien évidemment. Les gens vont dire comment maraude, il y a des vols. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même univers. Donc il faut accepter le détour de la pensée par quelque chose qu'on ne va pas forcément faire, mais pour lequel on peut garantir, c'est le but de cette phase sur ce projet, le GPS de la vie fragile. On a, nous, vu que c'est inféré de toute la phase de mutualisation des expertises, et vu qu'on l'a prétesté entre nous, les animateurs, et avec l'entreprise cliente, en l'occurrence nous, puisque c'est un projet qu'on gère pour nous-mêmes, on a vérifié le potentiel. C'est-à-dire qu'on a dit, tiens, si on réfléchit au GPS de la vie fragile, d'abord, c'est un résumé de pas mal de trucs qu'on a vus en phase dite K, la phase de mutualisation des expertises, et en plus, voilà dans quelle direction on va si on réfléchit à ça. Okay, et puis après, on verra bien ce que ça donne. Voilà comment ça fonctionne. Une fois qu'on a ça, on lance les séances de créativité. En général, c'est 2 jours consécutifs, un peu en séminaire résidentiel. Et puis ensuite, il y a une phase P, P pour projet ou proposition. Je n'ai pas le temps de détailler ici, mais c'est une phase plutôt difficile qui consiste à passer de tout ce qui sort de cette phase de créativité. Et il y a des dizaines d'idées qui vont sortir de là. Et on va essayer de les raffiner progressivement pour arriver à des propositions concrètes. Je vous donne un tout petit exemple ici sur un des concepts qu'on a développé. Par exemple, le territoire à énergie sociale positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça pourrait être un territoire à énergie sociale positive? C'est un territoire où, quand j'y suis, j'ai envie d'aider les autres. D'accord? Et c'est de l'énergie d'aider les autres. Énergie sociale positive, ça renvoie à la solidarité active. Okay. Pardon. Eh bien, j'ai pas le temps de vous raconter les intermédiaires, c'est des heures de boulot. Mais un des projets qu'on est en train de tester, au moins en tant qu'idée, c'est à quoi ressemblerait un bilan de solidarité qu'on présenterait aux assemblées générales annuelles dans les copropriétés. Les mêmes grincheux que tout à l'heure pourraient dire « Attends, c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas, etc. » Mais on teste comment l'idée est accueillie. Vous voyez ? Et rien que le fait de voir comment elle est accueillie, c'est intéressant. Puis après, on voit ce qu'on peut en faire, comment ça peut passer. Donc, quand on m'a présenté tout à l'heure, on a dit aussi pour le sujet, ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à la mise en application. Et ces ateliers-là, évidemment, ont le souci de pousser jusqu'à, y compris des trucs qu'on appelle intendances habituellement, et qui sont loin d'en être. Parce que, évidemment, décider l'intendance suivra, c'est la phase la plus fausse de l'histoire du management. Voilà quelques exemples. Évidemment, tout ça, ça génère du matériau pour la recherche qui est tout à fait passionnant, mais c'est une autre question et je vous remercie de votre attention. Je vous propose de passer aux questions. J'espère que je vais avoir assez de fil. On verra. Surprise. Ouais. Je vais essayer de venir vers toi. Non, j'y arriverai pas. C'est juste complètement idiot, mais avec tous les matériaux sur lesquels vous travaillez et la façon dont vous travaillez, est-ce que votre quotidien est vraiment très différent d'une autre? En fait, je voudrais savoir simplement comment vous appréhendez le quotidien de tous les jours avec cette ouverture sur des univers et des périmètres un peu différents des nôtres, enfin qui sont moins cloisonnés en tout cas. Est-ce que vous avez une vision de la vie différente? Oui et non.
Premier élément de réponse, quand on a ce genre de disposition mentale, il faut faire attention que ça ne devienne pas une manie, parce que vous passez votre temps à imaginer des alternatives. Alors dans les situations professionnelles, c'est bien, quand vous dînez avec madame, c'est moins bien. Donc, je le dis comme ça, mais vous voyez, si vous avez vu Men in Black 3, pour continuer dans les références très peu sérieuses, il y a un personnage qui est très intéressant parce qu'il passe son temps à imaginer tous les futurs possibles. Il les a en tête. Il est capable de vous dire « fais ça plutôt que ça » parce que ça renvoie à des futurs qui sont ceux-là et pas ceux-là. Donc, on développe une espèce de capacité à penser en dehors du cadre qui est un peu permanente. C'est super, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que, si on est comme ça, brut de décoffrage avec des gens qui seraient tout à fait capables d'être comme ça, mais il faut un peu d'entraînement, vous allez les semer, quoi. Je le dis très très modestement, c'est-à-dire que vous allez être dans des dispositions d'esprit qui vont leur paraître à la fois trop rapides, décalées, science-fictionnesques, fantaisistes et tout ce que vous voulez. Et puis en plus, ça c'est quand les gens sont juste bien intentionnés et auraient les capacités et cognitives et dans leur milieu en quelque sorte, le chef m'autorise à. Mais si vous rajoutez les contraintes de milieu professionnel, les rivalités de pouvoir, les cultures diverses et variées, ça peut être assez compliqué. Et puis par ailleurs, évidemment, on se heurte au mur du concret et du réel. C'est-à-dire que, typiquement, moi je suis convaincu que ce serait un exercice intéressant pour les copropriétés de se poser la question d'un bilan de solidarité. Mais entre ça et le faire, on va s'apercevoir, si on fait notre boulot sérieusement et on essaye, que non seulement on a à vaincre des réticences individuelles, mais on a jusqu'à vaincre des résistances culturelles, au sens par exemple où un expert en droit de la copropriété nous a expliqué que le code de la copropriété dans son entier est construit sur une philosophie qui n'inclut pas ces questions de solidarité. Le code de la copropriété est construit autour de l'occupation bourgeoise, en bon père de famille, de son logement et avec une mutualisation minimale des affaires communes, les charges et les décisions qui vont avec. Donc, l'organisation de la solidarité dans une copropriété, le droit déjà est interrogeable de façon intéressante. Et puis par ailleurs, évidemment, on interroge quelque chose qui est encore plus difficile que le droit, c'est qu'est-ce qu'il est normal de faire spontanément entre êtres humains partageant une vie sur un territoire. Et le droit dit quand même des choses autour de non-assistance à personne en danger, par exemple. Et on sait très bien aussi qu'à trop légiférer sur un certain nombre de choses, on tue la spontanéité qui va bien et une partie du plaisir à le faire. C'est-à-dire que dans l'entraide, il y a du discrétionnaire, il y a du spontané qui a une valeur. C'est comme le bénévolat, il y a des gens qui vont être super motivés et puis du jour où vous voulez trop légiférer et les mettre dans un cadre avec des obligations, eh ben, ils vont perdre le plaisir de l'engagement. Donc il faut trouver des solutions pour que les bénévoles fassent du boulot professionnel dans une société qui gère le risque avec de plus en plus de parapluies à ouvrir. Mais ça, c'est aussi un autre débat. Cela dit, dernier élément de réponse à votre question, on se rend compte que ce n'est pas propre à ma spécialité sur l'innovation, mais en tant qu'enseignant-chercheur en général, en tout cas le genre de recherche que je fais qui est très terrain, moi je passe à peu près un tiers de mon temps sur le terrain en entreprise ou dans des organisations diverses et variées, on voit un paquet de choses tellement gigantesques qu'on finit par avoir une ressource en termes de connaissances transversales qui est relativement précieuse au fond. On est capable de faire des rapprochements. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, oui, tu as fait un atelier pour Millipore sur les systèmes de filtration d'eau ultra pure. Et ils m'ont dit, ça te sert à quoi en termes de connaissances techniques? Parce que je trouvais intéressant, moi, de savoir ce que c'est qu'une électromembrane ou une osmose inverse. Et je leur disais, moi, à titre personnel, ça m'intéresse déjà. Et puis deux, électromembrane, c'est un système technique qui assure une partie de la filtration de l'eau. Et si je rapproche ça de interface isolante communicante chez Securit, ça me donne des idées que toi, tu n'auras pas parce que tu as décidé que tu étais en sciences de gestion ou en management et que donc, par définition, une électromembrane, ce n'était pas dans ton champ. Donc, il y a une capacité à se balader dans des univers un peu conceptuels à plusieurs étages qui est plutôt agréable. Dernier point, personnellement, si vous couplez à des compétences historiquement sur conduite du changement, management opérationnel, comportement au quotidien dans les organisations, j'ai enseigné ou j'ai cherché sur ces choses-là, plus un peu de mon tempérament à moi, on a assez souvent des idées sur comment on pourrait essayer de faire mieux les choses. Et du coup, les gens, ils le prennent bien ou ils le prennent mal. Il y a des gens, des fois au resto ça se passe mal parce que j'ai plein de suggestions à faire au chef et mes enfants me disent papa arrête, on a honte, c'est bon, cool, t'es plus au boulot là, l'innovation c'est dans ton sac et puis d'accord.
Et alors des fois avec le chef, ça se passe super bien, puis des fois ça se passe mal, puis des fois je me dis Albert, ils ont raison, les enfants, arrête. Mais voilà, c'est assez cool d'avoir des idées, et je pense qu'on devrait essayer, moi j'essaie à ma petite mesure, en tout cas dans les équipes que j'ai pu créer, où je suis, j'espère que j'y arrive un peu, à ce qu'il y ait ce climat de... En gros, il y a ça dans les boîtes les plus innovantes, c'est j'ai une idée le dimanche, j'ai juste un peu hâte d'être le lundi pour la partager au boulot. Eh bien, c'est quand même pas la majorité des lieux de travail, malheureusement. Peut-être une autre question, une dernière, parce qu'on est... Ouais. C'est jusqu'à 14h30. Oui. Enfin, moi je dis ça. Oui, je vais me rapprocher. Est-ce que, on parle beaucoup de numérique, est-ce que l'homo numericus sera plus apte à l'innovation ou bien est-ce que ça ne changera pas grand-chose ? Parce que je pensais que le numérique quand même donne une facilité pour rapprocher des choses qui a priori ne sont pas faites pour aller ensemble, mais parce qu'on a dessous des méthodes d'appréhension qui se ressemblent beaucoup. Vaste question. À chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques, il se passe un ensemble de choses et qu'on revit aujourd'hui avec le numérique ou la digitalisation de la société, comme on dit. Et donc, dans ce que je pourrais répondre, il y a des choses qu'on a déjà entendues à l'époque du chemin de fer, de l'électricité, du télégraphe, etc. Mais quand même, c'est quand même un peu la première fois qu'il faut se forcer à ne pas regarder son courrier 10 fois par jour parce qu'il se peut qu'il en arrive. La personne qui va plusieurs fois dans la journée dans sa boîte aux lettres postale classique, je connais des personnes âgées qui sont un petit peu comme ça, c'est pathologique, on va dire. Parce qu'il n'y aura pas de courrier. Il est passé une fois, le facteur. Et là, aujourd'hui, si on ne fait pas gaffe, on regarde toutes les 2 minutes. C'est également pathologique au bout d'un moment, sauf qu'il y a effectivement du courrier qui arrive. Donc il y a une espèce d'accélération assez souvent inutile qui fait que ça pose problème. Ça, c'est juste un petit bout de la question du numérique. Et la rapidité de communication, elle change quand même énormément de choses, y compris avec un certain nombre d'inconvénients possibles. Donc on est dans une situation où il se pourrait qu'on soit amené à poser un certain nombre d'axiomes, on y arrivera ou pas. C'est un peu pareil sur les aspects de bioéthique. On travaille dans le projet que j'ai cité sur lien social, habitat et fragilité, il y a une rubrique robots, et le rôle des robots dans l'assistance aux personnes fragiles. Il se pourrait qu'on ait envie de poser comme principe quelque chose comme « il n'est rien de plus agréable que de converser avec un être humain ». Quand bien même, il y a des gens qui sont moins agréables qu'un robot. Parfois. Hein, et on est toujours désagréable pour quelqu'un, de toute façon. Voilà, donc on peut répondre sur ce registre-là. Il y a un autre registre qui consiste à dire « profitons de ces fantastiques opportunités de rapidité de communication pour faire des choses encore plus intéressantes ». Et là, on va se heurter à un problème qui est le problème de surinformation ou de surcharge informationnelle. C'est déjà connu, c'est déjà classique. Mais on peut ajouter un problème, on vit ça dans nos boulots, de surcharge coordinationnelle. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on reçoit plein d'infos, c'est qu'on est censé aussi la faire circuler, la dispatcher, en faire quelque chose, coordonner les gens qui doivent s'en servir. Et alors là, ça devient fou. C'est-à-dire, quand vous additionnez le temps qu'il faudrait passer au boulot en espace physique classique, sur le courrier électronique, mais ajouter pour certains métiers, pour certaines personnes, du Twitter, du Facebook, du Yammer, etc. Ça commence à prendre un temps considérable. Comment vous faites pour gérer tous ces messages ? Moi, j'ai une centaine d'abonnés sur Twitter et pour l'instant, je ne suis que 25 personnes, mais dans les 25, il y en a 3 qui doivent passer 3 heures par jour et par nuit à tweeter, parce qu'ils envoient les tweets par rafale de 20 ou 25. J'ai juste envie de leur dire, arrêtez. Tweetez quand vous avez quelque chose que vous trouvez vraiment important à dire. Sinon, moi, je ne vais pas m'en sortir cognitivement à trier tout ça. Comment je fais ? Sauf qu'évidemment, vous avez des gens qui vont vous dire, attends, tu as fait des algorithmes qui vont t'aider, du text mining, du machin, du truc. Donc, on est en train d'inventer un tas de choses qui vont vous aider à trier. La question, c'est jusqu'où vous restez maître de l'affaire. Hein, et à partir de quand vous allez finalement vous laisser entraîner par les flots et on ne sait pas où. Et donc il y a 2-3 principes de base. C'est Malinvaud, je crois, un des chercheurs et experts importants en statistique dans l'histoire de la discipline statistique en France, qui disait le rôle des statistiques n'est pas de tout décrire, mais d'aider à converger rapidement vers ce qui est important. Voilà, donc le numérique fournit une pléthore telle de choses
qu'il va falloir trier. Et en même temps, c'est juste génial. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, nous, on peut travailler avec qui on veut sur la planète, et ça facilite les choses d'une façon très, très importante. Voilà, après, qu'est-ce que je vais vous dire ? Faisons confiance au fait qu'on ne fera pas totalement n'importe quoi avec tout ça. Il y a encore un tas de progrès qui vont arriver, progrès entre guillemets. Peut-être qu'on va numériser aussi des odeurs, des sensations de toucher, des choses comme ça. On ne va pas s'arrêter à la vue. Voilà, il y a 10 000 choses possibles. Dernière chose, quand même, pour défixer un tout petit peu. Le parrain de la promo 2015 de mon master MTI, c'était Navi Raju. Navi Raju, c'est quelqu'un qui est célèbre mondialement pour avoir écrit des bouquins sur l'innovation frugale, c'est-à-dire faire plus avec moins. Soyons astucieux, essayons de faire des choses moins luxueuses et plus efficaces. Et on discutait de l'université et de l'évolution de ce que c'est qu'une université et de la façon d'enseigner en fin de compte. Et il y a un certain nombre de gens qui disent « Non mais nous, on est quand même relativement à l'abri de GAFA, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, Apple, parce que nous, on est des institutions séculaires qui délivrons des diplômes, qui certifions des... » Oui, mais, c'est-à-dire, faisons sur le mot diplôme le même boulot qu'on a fait sur aspirateur sans sac ou sur le pare-brise. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme et qu'est-ce que c'est qu'une université ? C'est une situation dans laquelle une institution légitime atteste de connaissances et d'expériences que vous avez acquises. D'accord ? Supposons que certains acteurs, Google et les autres, se mettent à certifier des compétences d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Peut-être que dans 15 ans, il y aura des concurrents sur la délivrance, non pas de diplômes, ils n'auront pas le droit. Les gouvernements pourront réserver à un certain nombre d'établissements dans une liste le droit de délivrer des diplômes. Sauf que si le marché se met à accepter des certifications fournies par d'autres acteurs que les universités, et si ça finit par avoir de la valeur, par exemple parce qu'il y aura des moyens de vérifier ça en permanence sur des réseaux, sur des captations d'informations, etc., il se pourrait bien qu'on ait une concurrence qu'on ne pensait pas avoir. Je ne dis pas ça pour agiter le spectre ou pour faire peur, mais ce n'est pas impossible. Hein. Là encore, c'est aussi un mélange de lobbying, mais aussi, je sais que les collègues du CIP font énormément d'efforts, et nous, malheureusement, les profs, on n'a pas toujours assez le temps de venir et de faire avec. Hein. Ce n'est pas l'envie qui manque, c'est compliqué. Il faudrait qu'on y réfléchisse quand même sur comment mieux s'organiser là-dessus. Mais voilà, une partie de l'innovation future que Dauphine pourra apporter, elle passe par des coopérations entre différents membres du personnel. Et ça, historiquement, le prof, il n'a pas l'habitude. Historiquement, le prof, il a son master, ses doctorants. Il n'a pas besoin de parler aux autres profs, aller assister au cours du collègue, mais pourquoi faire ? Je suis professeur. Hein, et tout ce genre de culture très individualiste, donc c'est compliqué. Et le temps qu'on passerait à tout ça n'est pas valorisé par ailleurs. Hein, donc si vous écrivez des articles en moins, c'est compliqué. Et d'un autre côté, on voit que tout le monde fait un tas de choses. Hein, donc il y a aussi des progrès à faire dans les organisations, je n'ai pas abordé ce point, mais quand vous vous mettez à innover et à faire des trucs différents de ce que vous faisiez avant, que ce soit un pare-brise à thermique, un aspirateur sans sac ou des façons d'enseigner innovantes, en général, ça suppose des choses sur comment on s'organise ensemble pour le faire. Voilà, ça c'est toute une grosse rubrique aussi. Et notre expérience des ateliers d'innovation, c'est qu'au lieu de prendre en plein réorganisons et puis ensuite on innovera, c'est à l'occasion de thèmes d'innovation porteurs, bossons ensemble et vous allez voir, les façons de s'organiser, elles vont venir toutes seules. Parce qu'on va voir au fur et à mesure de la réflexion en atelier, les rôles additionnels des RH, les rôles du CIP, les rôles des profs, les rôles des étudiants, dans quels locaux il faut être, etc. Je ne dis pas que c'est magique, je dis que si on fait bien notre boulot, tout ça va venir dans la réflexion d'innovation, et du coup, ça va évidemment aussi limiter un certain nombre de conflits possibles sur ma place est ici et pas là, et les rivalités, et les conseils ceci, et les habitudes cela. Merci Albert David. Je vous propose de continuer autour d'un café. Allez.